Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu et ce soir nous recevrons entre autres les chasseurs de Guadeloupe qui ont quelques difficultés effectivement pour le maintien de leur activité, on en parlera après la coupure pub, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 24 octobre 2023 et le président de la République Emmanuel Macron appelle à la création d'une coalition internationale pour lutter contre le Hamas et les organisations terroristes comme l'État islamique. Certains y voient un appel effectivement à débuter une guerre aux côtés du clan israélien. On verra effectivement comment ça se passe dans les jours à venir. Et en parlant de catastrophes, particulièrement touchée par l'ouragan Tammy, la Désirade se relève. 48 heures après le passage du phénomène cyclonique, les autorités se félicitent des actions coordonnées pour un retour à la normale rapide. On fait le point avec le président du département, Guy Losbar. Ce matin, il était nécessaire que je puisse me rendre à la Désirade et pour constater l'avancée des travaux et la coordination, puisque très rapidement, dès la levée de vigilance violet et rouge, nous sommes intervenus. On a acheminé une barge sur la Désirade et du matériel, de l'effectif pour déblayer, nettoyer, accompagner la municipalité. Et comme vous avez pu le voir, le nettoyage. Mais cela a été fait en coordination avec les services de l'État. Je citerai EDF ou encore le service France Télécom, enfin Orange, le SDIS qui dépend de nous, les pompiers, enfin tout cet ensemble, c'est très bien coordonné sur le territoire et qui ont permis que 48 heures après le passage du phénomène, que nous soyons dans de meilleures conditions. Puisqu'on peut se réjouir qu'il n'y ait pas eu de décès, qu'il n'y ait pas eu de victimes, mais il est important que l'activité économique puisse reprendre très rapidement. D'autant plus que la Désirade, c'est une ville touristique, c'est un territoire qui vit du tourisme, donc cette nécessité que les conditions soient réunies pour refaire venir les touristes. Au niveau du SDIS, merci président, où on a eu déjà les renforts, même avant les 5 renforts arrivés par hélicoptère le soir avant le cyclone, et qui a été aussi réactifs, qui sont sur le terrain à couper, à élaguer, à libérer l'espace public. Donc voilà, c'est pour ça que je dis de manière générale, chapeau à tout le monde, vraiment chapeau à tout le monde, puisque les services de la mairie également, je me rappelle, une heure après le cyclone, ils étaient déjà vraiment, dès l'arrivée de l'alerte, la tombée de l'alerte violette, arrivée grise, c'était déjà au foyer au moulin avec le S10, avec tout le monde. Donc voilà, non, c'est un truc général qui fait qu'on a pu rétablir, pour l'instant, rien n'est encore réellement fait, mais en tout cas rétablir une fluidité dans l'espace public. Même s'il n'y a pas eu de victimes, on sait que les impacts psychologiques de tels phénomènes et les discussions avec la population nous ont permis de rendre compte de cela. Il y a 2 éléments sur lesquels je voudrais insister. C'est que la mise en place du plan d'urgence du département pour accompagner celles et ceux qui ont perdu de l'équipement ou du matériel, mais aussi l'accélération par rapport au centre de santé. C'est une volonté. Lors de ma dernière visite à la Désirade, j'avais l'occasion de le dire et ce phénomène me conforte dans cette démarche pour que nous puissions faire en sorte qu'il y ait un centre de santé sur la Désirade avec des médecins, avec des infirmiers, toutes les ressources nécessaires. Nous avons déjà commencé la télémédecine pour soulager, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Donc c'est pour ces raisons que je vais travailler ce secteur avec l'ARS pour obtenir gain de cause très rapidement. Un reportage de Michel Depape. Il y a Trois-Rivières, la population accuse le coup, mais non sans mal. Avec d'énormes dégâts à chaque épisode orageux, la lassitude se fait sentir. De nombreux commerces et habitations du bourg ont été envahis par les eaux et la boue, malgré les précautions prises. Des riverains impuissants face à cette nature qui se déchaîne de plus en plus souvent. Regardez. On va
aussi mettre en place, donc à la demande du président Losbar, donc l'aide d'urgence. Donc n'hésitez pas, donc c'est effectivement au travers donc, du CECAS qui vont nous faire remonter le dossier. Pour les entreprises aussi? Les entreprises, ça va être le conseil régional, mais au travers du CECAS aussi, donc monsieur le maire pourra faire remonter. Donc n'hésitez pas. Vous avez dit tout à l'heure deux phénomènes. En fait, on a eu trois phénomènes. On n'oublie pas Philippe, dans lesquels nous avons aussi été sinistrés. On a eu de l'eau, c'est pour Philippe. Ouais. D'accord. On a eu Fiona, Philippe, Tammy. Et c'est très difficile, hein. C'est très difficile. Alors on sait que monsieur le maire s'engage, c'est vrai, il n'est pas tout seul, malheureusement. S'il avait été tout seul, ce serait déjà réglé, effectivement. Mais là, il faudrait vraiment penser à nous. Moi, je suis aujourd'hui très dépitée. Je me pose même des questions sur mon entreprise aujourd'hui. Je ne sais pas si... C'est pas l'objectif, vraiment, puisque là on sait aujourd'hui qu'avec l'artificialisation donc, des sols, ça devient de plus en plus compliqué pour les municipalités donc, de gérer donc, ces phénomènes. Mais là, avec les propositions qui ont été faites par M. le maire ainsi que les services, on va voir comment pour faire les travaux nécessaires, ne serait-ce que pour canaliser l'eau, puisqu'il semblerait qu'il y avait déjà un tracé existant qui permettait donc, d'aller directement à la mer. Donc on va voir si c'est possible donc, d'agir en cette direction assez rapidement. Vous voyez, nous, on est vraiment comme la dame à côté, en fait, hein, qui est aussi propriétaire de cette maison, en fait. Nous, on loue. Et donc, on a voulu, d'après les conseils de plusieurs personnes ici en Guadeloupe, hein, des anciens, mais aussi la municipalité, barricader, parce que notre problème, c'était le volet roulant. Il s'ouvre et l'eau rentre. Là, malgré ça, quand on voit les images, l'eau a dépassé largement ceci. Et ça a quand même cassé le volet roulant. Et bon, je ne vais pas vous faire rentrer dans la boue, mais là... Il y a de la boue partout en fait. On est monté, regardez, hein, vous pouvez voir. Oui, non, mais on le voit déjà aussi à l'intérieur. Tout ce qui était en hauteur a quand même pris beaucoup d'eau. Alors ici, on est dans un concept store à Trois-Rivières, bord de mer. On travaille surtout avec les touristes et aussi avec les locaux, bien sûr. Notre situation, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe, la troisième en 13 mois, puisqu'on s'est pris Fiona l'année dernière. On s'est pris Philippe au début du mois. Et puis là, on s'est pris Tammy aussi. Ils nous aiment beaucoup à bord de mer, Trois-Rivières. Hein. C'est la rivière, c'est l'eau. Et malheureusement, on est fermé. Comme tu peux constater ici, on a essayé de renforcer, mais ça n'a servi à rien avec la puissance de l'eau. Que demandez-vous exactement? Eh bien que les problèmes d'évacuation d'eau soient faits, ainsi on puisse avoir sereinement le commerce ici sur bord de mer, qui était nécessaire en fait. Et c'est surtout commencer à nettoyer ça qui n'y pour nettoyer, quoi. On va essayer de sauter en créole aussi, parce qu'en ça qu'on a dit c'est mes petits créoles en nous, même si créole en moins c'est pas gros créole non plus, mais on va essayer quand même. Nous jabons avec ça, quoi. Nous jabons avec ça, toute l'eau là qui descend depuis le bout, l'eau là qui descend par là. Et ouais, nous canoyer, c'est ça, nous canoyer ici d'abord. Et inquiet de la fin des dispositifs de défiscalisation, les loueurs de voitures et autres gîteurs peuvent de nouveau dormir tranquilles. Les socioprofessionnels de l'archipel ont trouvé bonne grâce auprès du ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier. Au lieu d'un arrêt pur et simple des aides, ils seront soumis désormais à de nouvelles règles et contrôles plus stricts. L'objectif, éviter les fraudes et enrichissements sur le dos des contribuables. Le reportage. C'était d'abord une rencontre avec l'ensemble des socioprofessionnels, tous secteurs confondus. On a apporté des sujets transversaux tels que la formation, c'est très important. Sans formation, on n'aura pas des personnes en capacité de travailler. Bien sûr, aussi sur le projet de loi de finances où il y a sur la location de voitures, mais on a été rassurés. Et sur les meublés professionnels, des choses à ajuster, parce que je dis toujours, le tourisme, c'est le moteur de la croissance. À partir du moment où on réduit l'augmentation du nombre d'hébergements, on ne peut pas espérer avoir plus de touristes. Ces niches fiscales ne sont pas supprimées, on les a préservées, mais on les a préservées lorsqu'elles sont efficaces économiquement et lorsqu'elles protègent l'emploi. Donc j'ai expliqué deux choses, que pour les locataires les loueurs de voitures, il y aurait une possibilité d'adaptation et nous y travaillons, et également que le tourisme, tout était préservé. Simplement, lorsqu'il s'agit de meublés, on verra des opérations qui comprennent plusieurs meublés. Tout cela sera établi avec la profession, comme d'ailleurs quelqu'un me l'a proposé tout à l'heure. On est rassuré dans le sens où on sait que maintenant on a une écoute et que on va pouvoir adapter les choses. Mais soyons clairs, il y a eu, bien sûr, sur les chauffe-eau solaires, alors qu'il y a probablement eu des dérives, mais moi je ne peux pas vous en parler, je ne suis pas contrôleur pour les impôts, mais il semblerait qu'il y ait eu des dérives. Il y a eu aussi
pour la location de voitures certains ajustements à faire et les meublés. Nous ne sommes pas contre des ajustements nécessaires à protéger l'investissement. Là où nous disons au gouvernement, attention, c'est lorsque ces mesures sont de nature à freiner le développement de l'emploi, donc à nous faire courir un risque social. Et ce que j'ai raconté tout à l'heure pour les entreprises qui peuvent utiliser du photovoltaïque défiscalisé, c'est pas intéressant, je crois que c'est une très belle piste pour eux. Une autre essentielle pour isoler les habitations, pour rénover même les habitations anciennes. C'était pas une niche fiscale avant, c'était pas défiscalisé avant, ça le devient maintenant. Vous voyez, donc on fait encore plus d'efforts qu'on ne devait auparavant. Et enfin, sur une partie de l'argent qu'on a récupéré sur des dévoiements de niches fiscales qui étaient mal utilisés, cet argent est réinjecté sur d'autres éléments du budget pour les Outre-mer. Donc vous voyez que si on regarde la somme, vous savez, comme la ménagère qui fait la somme aux hypermarchés, eh bien les territoires ultramarins seront mieux servis qu'ils n'étaient auparavant. C'est une belle avancée. Tout le monde parle de réforme, vous savez, c'est les fameux mots, on veut tout réformer. L'octroi de mer sert au financement des collectivités et à la protection des entreprises. Le toilettage, à un moment, c'est nécessaire. Il faudra regarder ça tranquillement, mais il n'y a pas d'agitation à avoir sur un dossier aussi important que l'octroi de mer. Le chantier du nouveau CHU de Perrin lui avance bien. L'établissement de santé Dernier Cri, qui coûte la bagatelle de 500 millions d'euros, sera bien livré en 2024. Enfin, si les entreprises continuent à tenir leurs délais. Un outil performant et ultra moderne, très attendu en tout cas par la population et les personnels de santé. Regardez. Les travaux avancent normalement, donc bien évidemment on est extrêmement attentif à ce que les entreprises respectent les délais sur lesquels ils se sont engagés. L'équipement du nouveau CHU est en cours. On est en train d'acquérir aujourd'hui les matériels médicaux notamment dont on va avoir besoin demain. Et il nous reste à travailler sur le système d'information pour que celui-ci soit également opérationnel dès le mois de septembre, dès l'ouverture. Je ne peux être que motivé quand je vois un tel investissement et une telle infrastructure qui va répondre aux besoins de la population. Et c'est ce qui est important. Je crois que la mission qui est la nôtre, le système de santé publique et les hôpitaux publics, c'est d'être performant, innovant, réactif, s'adapter et de répondre aux besoins et aux attentes des patients et de la population. Et je crois qu'ici, c'est un très bel exemple, en tout cas, de la confiance aussi des pouvoirs publics sur ce territoire guadeloupéen, avec cet investissement, mais qui était bien sûr nécessaire quand on connaît l'état du CHU actuel. C'est vraiment un outil extrêmement moderne dont la Guadeloupe bénéficiera. C'est essentiel parce que aujourd'hui, on ne peut travailler qu'avec les outils les plus performants. C'est d'une part une question d'attractivité pour les médecins ou les infirmières que l'on souhaite recruter demain. Et puis c'est d'autre part un gage de sécurité pour les patients qu'on prend en charge. On voit le bout de plusieurs années de sacrifice des patients qui ont accepté d'être pris en charge dans des conditions qui n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes. Et c'est surtout de sacrifice aussi et d'engagement des collectivités territoriales, en particulier de la région Guadeloupe. Donc vraiment aujourd'hui, au nom de la région Guadeloupe, je suis très heureuse d'être là, très heureuse de voir que les travaux avancent, que les travaux vont bientôt s'achever. Ça répond aux attentes de la population guadeloupéenne. Vous savez que nous serons très bientôt le département le plus âgé de France. Et pour cela, nous avons vu que ils ont pris en compte nos préconisations, à savoir une filière pour les urgences gériatriques. Donc c'est très important. Et nous continuons avec le président Losbar à insister là-dessus, puisqu'il faut que notre population âgée soit prise en charge dans de bonnes conditions. Et de notre côté, ça permettra de désengorger les urgences tout venant. Donc ça, c'est important. Autre point qui m'a beaucoup plu, c'est surtout cet hôtel mis à disposition des populations venant des îles de l'archipel, puisque vous savez que pour nous, quand nous avons un parent hospitalisé au CHU, c'est la croix et la bannière. Nous devons surveiller l'heure du bateau, payer une voiture, payer un hébergement si nous voulons accompagner nos parents hospitalisés au CHU. Donc ils l'ont prévu, ils l'ont anticipé, et ça aussi, c'est une bonne chose. Un reportage de Charlie Dagonia. Et maintenant, je reçois Karina Guillaume, présidente de l'association Amazon Guadeloupe. Elle est en compagnie de Lauric Hébreu, secrétaire générale de l'association Plaisir Poésie. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc vos deux associations qui organisent très prochainement le Plaisir Poésie. Pourquoi cette combinaison de vos deux associations et qu'est-ce que cette manifestation ?
Alors, Plaisir Poésie, c'est une scène artistique qui réunit de la poésie, du slam et du chant. Et en fait, on a parmi nos membres une membre aussi de l'association Les Amazones. D'accord. Et qui nous a proposé en fait de réunir nos deux associations à l'occasion d'Octobre Rose. D'accord. Donc voilà. Elle est à la fois dans les deux assos. Exactement. Une pour le divertissement, mais l'autre pour une partie un peu moins drôle, puisqu'on sait que l'association Amazon Guadeloupe œuvre en faveur justement des femmes qui sont atteintes de cancer du sein. Comment se passe justement, comment se porte l'association? Est-ce que tout se passe bien à votre niveau, que ce soit en termes de financement, mais aussi des membres? Comment ça va? Alors, l'association se porte très bien. Hein. Bien sûr, je souligne qu'on a toujours besoin en fait de bénévoles et bien sûr toujours cet appel aux dons parce que bien sûr c'est le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Sûr. Donc Amazon Guadeloupe, ce fut un mois d'octobre et le mois d'octobre, je dirais même, il n'est pas fini parce que du coup, c'est vrai que Tammy a un petit peu bougé. Quelques dates, c'est vrai. Quelques dates, cependant qui vont être reportées. Mais en tout cas, ça a été un octobre, on va dire, fastidieux, mais en tout cas, fastidieux avec une très grande intensité, beaucoup d'amour. Mais aussi, ça nous a permis aussi de pouvoir sensibiliser en fait au maximum en fait au dépistage en fait du cancer du sein, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes, parce que n'oublions pas, nous avons aussi 1% d'hommes qui peuvent être impactés par ce fameux cancer du sein. Avec justement la démultiplication des manifestations par rapport à Octobre Rose, est-ce qu'on peut dire que la prise de conscience est là? La prise de conscience, elle est là, mais pour moi, elle n'est pas suffisante parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on est à des taux en fait de 43% au niveau du dépistage. Ce n'est pas suffisant. Au niveau national, c'est 70%. Moi, j'aimerais bien qu'on atteigne carrément en fait les 100%. Et donc, je pense qu'on est dans une bonne voie. Qu'est-ce qui bloque? La peur. La peur, tout simplement. La peur de découvrir. Oui, parce que quand on échange en fait avec les différentes personnes et même les instances, je dirais, c'est ce qui revient le plus souvent. La peur en fait de se faire écraser un sein en fait quand il y a en fait une mammographie. La peur, tout simplement, de se retrouver face à la maladie. Et aussi, on peut avoir aussi un parent qui a déjà été impacté en fait par celle-ci et donc. On n'a pas envie de se retrouver dans cette condition. Même en fait par rapport en fait à la génétique, vous avez des personnes qui malgré tout en fait ne vont pas régulièrement faire régulièrement leur examen et donc du coup c'est pouvoir leur dire n'ayez pas peur, il vaut mieux prévenir en fait que guérir, n'est-ce pas? Je ne demande à personne de passer par un parcours de soins où on peut avoir en fait une mastectomie ou une tumérectomie, en fait une ablation partielle ou une ablation totale en fait du sein, ou éventuellement de se retrouver en fait dans un cas je ne le demande vraiment en fait pour personne en fait. Voilà. Donc, comme vous le dites, il vaut mieux prévenir que guérir. Visiblement, la prise en charge est plus simple effectivement avec une détection précoce en plus. Elle est plus simple avec une détection précoce. Je dirais que plus on est détecté, plus la maladie en fait est détectée tôt, et plus il y a un cas justement de personnes en fait qui vont guérir tout simplement. Mais à côté de ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je dis en fait, je n'arrête pas, je le dis en permanence, en fait, je le dis aux personnes, venez en fait régulièrement, n'hésitez pas en fait, à partir de 50 ans, certes, vous avez en fait ce test que vous recevez en fait tous les 2 ans, n'hésitez pas en fait à appeler, insistez en fait au maximum, et avant 50 ans, ce qui est notre cas en fait au niveau des territoires, c'est beaucoup entre 25 et 45 ans, n'hésitez pas en fait à c'est l'autopalpation en fait, tout simplement. L'autopalpation en fait au maximum. Allez voir quand vous avez quelque chose en fait, quand vous savez qu'il y a quelque chose, vous ressentez quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à aller voir votre gynécologue, le médecin traitant, les sages-femmes, parce que souvent on les oublie d'ailleurs, je les salue en fait, les sages-femmes. Et donc du coup c'est important, prévenir, la prévention. Donc le 26 octobre prochain, plus de prévention, mais dans un format assez singulier. Comment va se passer justement le Plaisir Poésie ? Alors, le Plaisir Poésie, ce sera tout d'abord une scène principale qui va réunir des artistes donc, de l'association Plaisir Poésie et aussi des Amazones qui ont voulu s'exprimer, qui ont voulu mettre des mots sur leurs mots. Ensuite, cette combinaison entre Plaisir Poésie justement et les Amazones, ça permet d'aborder un thème sérieux, mais sous un angle différent, avec peut-être un peu plus de légèreté, un peu plus de plaisir aussi, malgré tout. Mais, et du coup, suite à cette scène principale, il y aura aussi un open mic qui permettra à tout un chacun qui a envie de s'exprimer de
déclamer. Donc, tous les un artistes texte. qui s'ignorent ou bien qui ont peur, effectivement, ils pourront se lancer ce soir-là. Exactement. L'open mic est ouvert à tous. Mais que pour chanter ou peut-être aussi pour témoigner? Mais en fait, la scène, ce n'est pas que du chant. Donc, il y a du slam, de la poésie et aussi éventuellement du chant. Donc, quel que soit l'art, quel que soit le maniement des mots, l'open mic est fait pour ça. Très bien, très bien. Inscription préalable requise ou... Alors, vous pouvez vous inscrire en nous contactant sur la page Instagram Plaisir Poésie ou s'inscrire directement le jour même. Et ça se passe au Sensoriel. Exactement. À Jarry. Tout est sur le flyers. Voilà. Le mot de la fin pour Amazon Guadeloupe? Mais écoutez, pour moi, les mots, en fait, c'est justement le miroir, en fait, tous ces miroirs, en fait, de l'âme. Donc, c'est pouvoir, en fait, aujourd'hui, à travers ces mots, pouvoir réécrire, en fait, ces mots MAUX. Et je pense que ça sera vraiment un événement extraordinaire. Et n'hésitez pas, en fait, à venir nombreux et nombreuses pour justement réécrire votre histoire. On redonne la date, le lieu et l'heure. Alors, ce sera le jeudi 26 octobre au Sensoriel à partir de 19h. Merci beaucoup en tout cas pour ce que vous faites et les travaux respectifs que vous faites au travers de vos associations. On salue les membres effectivement de l'association Amazon qui sont des battantes, hein, il faut le dire, c'est pas évident de devoir faire face à cela, mais quand on vous voit en général en extérieur, vous êtes toujours très souriante et toujours très agréable, donc on vous remercie effectivement pour tout ce que vous faites pour la communauté. Et maintenant, on part pour le pick à job du conseil départemental à destination des bénéficiaires du RSA. L'objectif, faciliter leur insertion professionnelle, que ce soit par le biais d'un entretien d'embauche, le choix d'une formation ou encore des solutions pour leur mobilité. Le reste en images. Une manifestation aujourd'hui qui est mise sur place uniquement à l'attention des bénéficiaires du RSA. Il faut savoir que le département, en fait, depuis déjà 2 ans, se soucie et met l'accent, surtout après Covid, sur les bénéficiaires du RSA. Donc cette manifestation n'est pas la première. Ça fait déjà 2 ans qu'on est en train de faire ce travail pour pouvoir justement permettre aux bénéficiaires du RSA de repasser par le côté insertion, création d'activités, puisqu'il y avait beaucoup de personnes avant Covid qui étaient vraiment dans des démarches. Le Covid a vraiment bousculé beaucoup de choses. Maintenant, les choses redémarrent et le conseil départemental, justement, met à cœur le fait de pouvoir booster ces personnes et leur montrer qu'elles ne sont pas oubliées. Pour le moment, je suis quand même en recherche d'emploi. Alors, j'ai vu qu'il y avait ce stand de formation et tout. Du coup, j'ai dit pourquoi pas venir voir ce qu'il y a, les offres qu'il y a plutôt, pour par la suite savoir où me placer vraiment. Le bassin d'emploi est un peu compliqué, comme tous les bassins, mais on essaie de faire avec les moyens du bord, avec les associations, les structures qui sont sur le territoire. Mais c'est vrai que l'emploi reste très compliqué, d'autant plus qu'il y a le problème de la mobilité. Les moyens de transport aussi sont difficiles. Vous allez rentrer en formation, il y a des aides du conseil départemental qui sont là pour vous, que ce soit pour la mobilité, que ce soit pour la restauration. Des centres de formation sont invités également. Donc il y a tout ce panel en fait de partenaires qui sont invités pour montrer aux bénéficiaires du RSA que le conseil départemental ne les oublie pas, mais ne fait pas que les faire venir, leur propose également tout un ensemble de choix afin qu'ils puissent se remotiver ou se décider à se lancer dans une voie quelconque. Moi, je vois que je suis plus dans la petite enfance. Alors, c'est plus ça, pour peut-être passer le CAP petite enfance, mais c'est plutôt avec les enfants, effectivement, quand j'aime bien travailler avec eux, voilà. J'ai reçu quelques jeunes femmes ce matin. Elles ont des idées. C'est vrai que quelquefois, c'est au stade d'idées. Donc, nous essayons d'approfondir leur idée, de leur donner des pistes. Souvent, moi, je donne des pistes qu'on connaît mieux qu'eux. Donc, voilà. Et pendant les vacances de Toussaint, plus de 3000 enfants participent aux classes apprenantes, de quoi permettre à ces élèves des quartiers prioritaires de travailler sur leurs lacunes. Le reportage. Ces stages de réussite sont toujours importants pour accompagner les enfants, leur permettre aussi d'avoir pendant les vacances des activités qui sont à la fois des activités d'apprentissage et des activités ludiques. Je suis ici à l'école
pour apprendre à compter. C'est important pour nous parce que déjà c'est un moyen de contenir des enfants. Ce sont des enfants qui quelquefois pendant les vacances restent à la maison, alors que là ils sont dans un dispositif qui est scolaire mais en même temps ludique parce qu'il y a beaucoup d'activités ludiques à travers les apprentissages. Donc c'est important pour nous et puis on sait aussi que on leur permet d'améliorer leurs résultats aux évaluations nationales ou alors aux évaluations de classe. Sur ces jeux, en fait, on apprend 2 fois 10. Faut savoir c'est quoi. Faut mettre les pensées et puis faut mettre les pinces sur les bonnes réponses. Pour en tout cas cette session sur la Toussaint, nous avons près de 3000 élèves, plus de 3000 élèves d'ailleurs sur le premier et le second degré. Et nous avons plus de 400, près de 400 intervenants qui sont mobilisés sur cette action. Alors ça peut être des enseignants, ça peut être des AESH, parfois des parents d'élèves aussi qui viennent pour encadrer les élèves et les accompagner. Le groupe scolaire de Dotémar, c'est particulier parce que nous fonctionnons déjà en groupe scolaire, c'est-à-dire qu'avec l'autre directeur, en la personne de M. Romney Philippe, le directeur de Pierre Fermelli, nous avons fait le choix depuis 3 ans de travailler ensemble. Donc nous avons des projets communs et ce qui fait que nous essayons d'impulser nos autres collègues à entrer dans les dispositifs parce que nous sommes en éducation prioritaire. On travaille beaucoup tout ce qui est savoirs fondamentaux, donc il y a la lecture, l'écriture, il y a la résolution de problèmes aussi, c'est-à-dire des compétences qu'on a identifiées comme étant peut-être des points à travailler avec les élèves et puis sous une forme un peu différente, souvent avec des enseignants qui sont différents, avec un modèle d'organisation aussi différent puisque ce sont les élèves qui circulent avec toutes les 45 minutes, un changement d'atelier, donc dans un modèle très, très vivant et qui leur plaît beaucoup. Moi, je préfère quand c'est l'école. Parce qu'on a plus de choses à faire. C'est sur la base de volontariat pour les élèves, pour les équipes qui les encadrent et on voit vraiment les enfants très heureux d'être là, de même que des équipes pédagogiques qui sont très engagées. Aller à l'école, parce qu'à l'école, des fois, on peut faire des jeux comme ça, par exemple, en apprenant. Avec une pédagogie adaptée, on peut obtenir de très bons résultats. Et on se rend maintenant au port du Havre, où Kenny Piprol finalise sa préparation pour la 16e Transat Jacques Vabre. Le skipper guadeloupéen entend réaliser une meilleure performance qu'à la Route du Rhum. Regardez. Salut Canal 10, c'est Kenny Piprol. Voilà, j'ai 27 ans, je suis skipper du beau bateau derrière moi, Captain Alternance. On va prendre le départ dimanche de la Transat Jacques Vabre avec Thomas, mon skipper. Et je vous donne rendez-vous en Martinique le plus rapidement possible. Et j'espère bien placé, en tout cas mieux placé que la Route du Rhum. Bonjour, c'est Vincent Morat, je suis le préparateur de Kenny Piprol et Thomas Jourdain pour le bateau Captain Alternance qui part sur la Transat Jacques Vabre dimanche. Donc pour l'instant la préparation se passe bien, on fait les dernières petites finitions, on range le bateau, on le nettoie. Et là on va préparer maintenant tout ce qui est avitaillement pour la course. Et puis maintenant c'est à eux de jouer et arriver dans de bonnes conditions aux Antilles. Ciao. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.